Ah, yeah. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live, le premier Facebook Live en 2020 et on a un super de beau programme aujourd'hui. On a avec nous le médecin psychiatre Olivier Chambon qui a écrit le livre La conscience immortelle qu'il a coécrit avec Marie-Odile Riffard. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Olivier et Marie-Odile quand j'étais à Lyon en octobre dernier. J'étais allé là pour justement travailler avec nos deux enseignants, Daniel Berger et Eugénie Reynaud, sur notre nouvelle formation de communication avec les défunts, qui s'appelle, certains d'entre vous avaient peut-être entendu parler, le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts. Et Philippe Roux, que certains d'entre vous connaissez parce qu'il a écrit le livre Comment communiquer avec les défunts. Et je l'avais interviewé également sur un Facebook Live. Je pense que je vais mettre le lien dans le descriptif par la suite. Et donc, Philippe, parce qu'il a écrit le livre, connaissait Olivier et ils sont devenus amis. Et là, Philippe m'a dit, ben, est-ce que tu aimerais ça rentrer en contact avec Olivier? Et là, ben, moi, je me suis dit, bien sûr, parce que j'avais vu certaines de ses vidéos et j'aime beaucoup son authenticité, sa façon d'expliquer ses enseignements. Donc, j'étais très excité à l'idée. Et là, ben, finalement, on s'est retrouvés un beau soir à Lyon, dans un bouchon lyonnais, et ça a été vraiment une super de belle soirée mémorable. Ça a été des belles connexions, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler, pour présenter Olivier, puis parler de son livre La conscience immortelle. Avant de commencer, comme d'habitude, vous allez voir dans le lien, je vais juste faire apparaître à l'écran, donnez-moi un petit instant. Tac, ici, voilà, comme ça ici. Donc, j'ai fait, comme d'habitude, je fais un petit document de référence pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur Olivier. Donc, il y a certains liens à l'intérieur de ça. J'ai aussi mis la table des matières de son livre qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez aller voir ça. Donc, je vous invite à le télécharger. Vous avez juste à marquer le lien dans les commentaires. Deuxièmement, comme d'habitude, on va avoir une période de questions à la fin. OK? Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les conserver à la fin. Et aussi, si vous connaissez Olivier, si vous avez lu certains de ses livres, assisté à des ateliers ou si vous avez suivi, je ne sais pas, quelque chose avec lui, ça vous tente de marquer un petit commentaire dans les commentaires de publication. C'est tout le temps plaisant à lire. Et dernièrement, si vous pensez que vos amis seraient intéressés au sujet de la conscience immortelle, puis ça vous tente de nous encourager, ben, je vous invite à liker et à partager. Comme ça permet à un plus grand nombre de personnes de visionner et d'être au courant de ces choses-là qui sont très importantes. Donc, sans plus tarder, on va inviter Olivier à se joindre à nous. Voilà, super. Salut Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité aussi. En retour. Donc, je vais commencer, Olivier, je vais juste aller ici. Parfait. Donc, j'aimerais ça commencer en te posant la question, à savoir, le livre La conscience immortelle, c'est quoi un petit peu l'histoire de ce livre-là? Qu'est-ce qui fait que ça a été écrit? À qui il s'adresse? Et tu peux nous en parler un petit peu? Alors, au niveau très pragmatique, ça a été écrit parce que j'avais écrit un livre pour les éditions Larousse qui va paraître le 7 avril qui s'appelle Pourquoi faut-il croire à une vie après la mort, les évidences scientifiques. Et en fait, j'avais écrit 2 fois le volume qu'il m'a demandé. Donc, ça me faisait mal au cœur de jeter, j'aurais mis de côté tout simplement. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en faire un deuxième livre qui sera complémentaire de celui de Larousse. Et voilà comment il est né, ce livre. Mais ça, Ah, c'est pragmatique. Mais ça fait longtemps que je m'intéresse à la conscience dans son état ordinaire, mais surtout dans son état élargi, extraordinaire, modifié. Enfin, quoi qu'elle l'ait toujours modifié de toute façon, parce que l'état ordinaire de conscience est un état modifié par excellence. Bref, je m'intéresse à la conscience, à ses devenirs, et comment l'utiliser en thérapie. mhm, Et aussi, donc, ça m'avait amené à voir que les expériences de mort imminente, ou tout ce qui tourne autour de la mort, en fait, ça traite de la conscience et de sa modification et de sa ouais, connexion à plus ouais, grand qu'elle et de son indépendance du cerveau, mhm, de sa survie à la mort du cerveau, etc., etc. ouais, Mais ça fait pas très longtemps. Hein. Moi, j'ai été élevé dans un modèle, enfin éduqué en fac de médecine dans un modèle très matérialiste, hein, dans lequel c'est la matière qui est première et l'énergie et la conscience ne sont que des sous-produits presque accidentels, en tout cas, ou parfois évolutifs, mais enfin de la ouais, matière.
Et j'ai dû complètement faire volte-face et passer dans un modèle qu'on dit maintenant de nos jours post-matérialiste. C'est où la conscience, la première, et la conscience qui est une sorte de substance immatérielle, une sorte d'océan primitif bouillonnant de ce que j'appelle de vie, mais V-I-E, c'est-à-dire Ouais. vibration, intelligence, énergie, et un océan de possibles en gestation qui s'actualise sous le feu d'une autre conscience, comme une vague qui se retourne Mmh. sur elle-même et qui se regarde. Et il faut qu'il y ait une autre conscience qu'elle, parce que sinon elle est tout au départ, mais en fait elle n'a pas conscience d'elle-même quasiment. Et Mmh. de prendre conscience d'elle-même, c'est l'awareness par rapport à la consciousness. L'awareness, c'est la prise de conscience, la conscience qui se reflète, qui se Ouais. sent en conscience, quoi. Enfin bref, je ne veux pas être trop compliqué au départ. Ouais, ouais, on reviendra un petit peu là-dessus. Les gens vont dire, bon, bah, c'est bon, je vais faire autre chose ce soir. Finalement, il y a un bon Ouais, film à la télé. ouais. Mais ce qui est Enfin, intéressant, oui. toi, Olivier, de ton côté, c'est qu'à prime abord, tu n'as pas été élevé avec des parents qui croyaient à ces choses-là. Tu étais Ah plus non, d'un background qui était plus scientifique, plus rationnel. Et je serais curieux de savoir si tu peux nous raconter à quel moment est-ce que ça t'a basculé, si tu veux. ah ben, ça a basculé effectivement au moment où j'ai commencé à utiliser une technique qui s'appelle l'EMDR, qui au départ n'est pas présentée spécialement comme une technique qui permet d'élargir la conscience, mais qui le fait en réalité, qui met les gens dans une sorte d'état élargi hypnotique de conscience, et qui permet d'ailleurs des changements importants. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qui se passe, et donc je me suis formé à l'hypnose. Et pendant l'hypnose, pendant la formation, alors là, alors que je m'y attendais pas du tout et que c'est pas du tout dans mon champ de croyance, j'ai été contacté. Je veux dire, j'ai vécu un contact avec une sorte d'entité que moi après j'ai appelé un ange, mais on pourrait l'appeler un guide, on pourrait l'appeler ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Même mon chat, quand je suis retourné chez moi, alors qu'il me faisait jamais de câlin, il est venu se mettre sur moi, il a mis ses pattes sur mon cœur, il est resté pendant 1 heure. Je me dis, oulala, mais si même lui, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on peut pas dire que c'est placebo ou que c'est moi qui Ah l'ai ouais, subventionné, tu vois. ouais, ouais. Pour moi, c'est la belle preuve qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Bon, enfin, j'en étais sûr. Et donc, j'ai lu le livre de Pierre Jovanovic, qui est un journaliste scientifique qui a écrit un livre qui s'appelle l'existence des anges gardiens Hmm. ou preuve de l'existence des anges gardiens, ou quelque chose comme ça. OK. Ça m'a ouvert à un domaine très spirituel. Donc, j'ai lu le livre de Groff par derrière qui s'appelle Quand l'impossible arrive. Ouais. Et là, je me suis dit, oula, mais c'est intéressant parce que lui, il raconte plein d'expériences psychédéliques ou chamaniques, où il y a liées à la respiration holotropique, d'autres façons de créer des états de conscience modifiés. Et du coup, à l'époque, dans un pays qui n'est pas la France, parce que c'est interdit, j'avais essayé des psychédéliques et ça m'a ouvert un champ. Je voyais que vraiment, le petit moi, il était très restreint par rapport aux Ouais. possibilités de conscience plus élargies, quoi. Et puis Ben qu'il y ouais. avait dans ces champs de conscience extérieurs au petit moi des intelligences d'autres consciences qui n'étaient pas forcément incarnées et qui dialoguaient avec toi et qui t'apportaient de l'information et tout plein de bonnes choses. C'est plutôt un domaine de l'amour à ce moment-là. Ben Et ouais. du coup, je me suis intéressé au chamanisme, je me suis formé au chamanisme avec la FSS, la Foundation for Shamanic Studies. J'ai fait tous les ateliers, même la formation sur 3 ans. Je me suis aussi formé à l'approche chamanique de la thérapie de Liane van der Velde. Enfin bref. Et donc tout ça, tu vois, c'est un peu de fil en aiguille, quoi. Quand tu as mis Ouais. un doigt dans la conscience, comme la conscience aime la conscience attire la Hmm. conscience nourrit la conscience. Mais plus tu y es, plus ça devient évident, si tu veux, quoi. Ouais. Et si c'est OK avec toi, j'aimerais ça revenir sur ton expérience. Est-ce que tu avais Ouais. reçu des informations? Qu'est-ce que tu avais vécu ou ressenti quelque chose, des émotions? Comment c'était pour toi? De laquelle d'expérience alors? L'expérience quand tu dis que tu as connecté avec un ange, un guide ou tu Ah oui, savais pas oui. c'est Ah bah, quoi. c'était surtout l'expérience d'une présence immensément aimante, bienveillante, lumineuse, chaude. Euh, pff, c'est un peu ce que les gens qui font des expériences de mort imminente disent quand ils parlent de l'être de lumière qui les Ouais, accompagne, qui font leur revue de vie, qui passent en revue tout le panorama de leur vie terrestre. ouais, C'était, ouais, ouais. c'était, il n'y avait pas besoin de parole. S'il y avait une parole qui aurait dû venir, c'est je t'aime de cet OK. être, quoi. Ah ouais, ouais. Donc tu Et ressentais de l'amour? quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler. C'est des messages comme ça, c'est des messages, c'est même pas télépathique, c'est une évidence. Ouais, C'est tu es aimé et tout est amour, voilà, point barre. Tu vois, et puis quand on dit ça comme ça fait cucu, quoi, ça fait un peu romantique, tu vois, c'est pour prévoir sous une carte postale. Mais ouais, quand tu vis, c'est plus pareil, tu vois. D'ailleurs, ouais, les grandes vérités, quand elles semblent bêtes quand elles sont dites ou réductrices ou tu sais, on pourrait dire ouais, c'est de la pensée positive. Mais en fait, quand tu les vis, les mots, tu vois que derrière les mots, il y avait des champs d'énergie énormes, des champs de connaissances énormes, quoi, qui sont ouais, voilés par les mots. Parce que tu crois connaître quand tu prononces un mot. Tu dis amour, tu crois connaître l'amour, mais c'est ouais. pas un mot, l'amour,
des tas d'expériences différentes, des états de conscience élargis, en fait. Ben oui. Et par la suite, tu as vécu d'autres types d'expériences, je présume, spirituelles ou qui t'ont aidé à Oui, connecter à ça? voilà, alors bon, du genre, je ne sais pas si je vais te raconter, mais du genre, j'avais un ami qui était très cher et avec qui j'avais fait mes études en médecine, qui était chirurgien et qui avait fait une tentative de suicide. Alors je lui avais parlé, je lui ai montré des documents sur l'expérience de mort imminente et euh, je lui avais dit, écoute, si jamais un jour tu passes à l'acte, si tu, au moment où tu meurs, s'il te plaît, contacte-moi ou ça sera peut-être moi qui mourrai avant toi. Donc, de faire. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, une nuit, j'ai eu une sorte de sortir du corps. Et je lui dis, ouais, je suis tout content en fait. Je lui dis, ouais, j'ai réussi à sortir de mon corps, etc. Et puis, c'était allé dans une sorte de tunnel, de lumière, et tout, c'était merveilleux. Et en fait, quand je suis sorti de là, quand je me suis réveillé, parce que en fait, j'étais déjà réveillé, mais c'était un éveil supérieur. C'est marrant parce que tu passes de l'éveil normal au rêve, puis dans le rêve, tu as un super éveil, puis ensuite tu reviens au réveil normal. Enfin bref, tu es toujours là, je t'entends pas là. Oui, oui, Ah, oui, je suis d'accord, là. je ne voyais pas, d'accord, excuse-moi. OK, ouais. C'est pour ça, je me disais, est-ce que ça a coupé. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais jamais vécu ça. J'ai regardé l'heure, etc. Et en fait, le lendemain matin, j'ai appris que mon ami s'était suicidé. Il était mort à l'heure où j'avais vécu ça. Ah Et c'était une ouais, sorte d'expérience de mort partagée. Parce que ça a été décrit par Moody, hein, le même qui avait décrit les expériences de mort imminente. ouais, Euh, il dit que quand on assiste à on est proche de quelqu'un qui est d'un proche qui est en train de mourir, quelqu'un qu'on aime qui est en train de mourir, on peut parfois vivre les mêmes composantes que l'expérience de mort imminente, mais sans soi-même être en danger, sans soi-même avoir un cerveau ouais, qui va mourir, etc. ouais. Et les gens, ils voient par exemple la lumière qui sort des gens, ils voient parfois le panorama de leur vie, c'est-à-dire parfois la revue de vie, ils voient la revue de vie du mourant, les gens. Ah ouais? C'est Ah, impressionnant. je l'avais pas entendu celle-là. Oui, si, tout à fait. C'est très Ah oui, impressionnant. il voit la revue de vie du mourant. Sauf que parfois, il y a des panneaux pour des choses qu'ils n'ont pas à voir que de la vie. OK, ah ouais. Non, non, mais c'est Ah, impressionnant, quoi. Il y a plein de choses qui se passent. Le sens du temps et de l'espace n'est plus. Il y a une distorsion de la géométrie de la pièce. Enfin, il se passe. Il voit aussi des défunts qui viennent chercher le mourant. Donc, il y a tous les éléments de l'expérience de mort imminente. Et c'est drôle parce qu'en France, tu vois, tu as Charbonnier qui a vécu, lui, qui a commencé son intérêt dans les ennemis en assistant quelqu'un qui était en train de mourir après un accident de voiture. Et ouais, il a vu une lumière sortir, donc quelque part, c'est une sorte d'expérience de mort partagée. Et puis, tu as, l'autre médecin qui s'occupe de ça, je suis en train d'oublier son nom, en France, qui a écrit aussi des livres, un anesthésiste réanimateur, flûte alors, qui lui aussi, enfin, c'était lorsqu'il assistait avec sa, avec sa femme et son fils à la mort de son père, qu'ils ont tous vu des phénomènes, pareil, lumière, sortir du ah corps du ouais. père, information sur le père, ces gens, ça m'embête de... Postel, voilà, Jean, OK, OK. Jean-Pierre Postel. Donc les trois médecins qui ont écrit des livres là-dessus et tout, en France, enfin, il y en a eu deux, trois autres après, mais ils avaient tous vécu des expériences de mort partagées, tu vois, c'est ça qui nous a mis un peu Ouais, le, ouais, ouais. Le voilà, puce puis à dans le l'oreille, ouais, chamanisme, pareil, dans le chamanisme, il s'est passé des tas de choses extraordinaires, quoi. Je veux pas, des ouais, synchronicités de fou, quoi, sur ouais, qui ouais, que tu as une communication avec les esprits dans des mondes parallèles et que ça se répercute sur le monde quotidien, quoi. ouais. Donc pour moi, si tu veux, si on me demandait est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort, je dirais c'est pas que je crois, c'est que je sais. Si on me disait mais Ouais, c'est 100%, je dirais allez à 99,99% parce que faut toujours garder une part de mystère. Et puis, on ne sait jamais, on peut pas savoir aussi en croyant qu'on sait, mais il y a tellement, quand on regarde ce que moi j'appelle les expériences périmortelles, c'est-à-dire ce qui se passe ouais, juste avant la mort, quand les mmh, gens, alors qu'ils sont mourants, ils voient des défunts venir les chercher, ils voient des paysages paradisiaques, ils retrouvent ouais, toute leur lucidité pendant un moment, alors qu'ils étaient complètement confus, parfois déments, parfois ils étaient pas capables de reconnaître les autres, là, ça s'appelle la lucidité terminale. ouais, Euh, et parfois même ils voient des défunts dont ils connaissaient pas la mort, parce qu'on ne voulait pas leur dire pour pas les affliger. Mais voilà. ouais. Il y a juste avant la mort, il y a pendant la mort, c'est l'expérience de mort imminente, puis après la mort, les contacts avec les défunts. Soit spontanés, c'est 25% de la population quand même, hein. Euh, 25% quand même, hein? 25% hein, quand même. Ouais, Soit favorisés par des médiums ou par des techniques d'élargissement de conscience comme l'hypnose spirituelle ou le MDR, par exemple la méthode ouais, Wilkie. Donc il y a ça, donc, et puis il y a aussi entre deux vies ou oui, avant la vie précédente, ce qu'on appelle les cas de réincarnation, qui ont été très bien étudiés par Stevenson et ensuite ouais, par celui qui a succédé Tucker. Mais il y a plein d'autres cas qui ont été décrits dans le monde aussi. Et là, il a fait une étude très scientifique. Et pour lui, tout ce qu'il a découvert
ça converge vraiment vers le fait qu'il y a bien, il semble, on ne peut expliquer les données qui ont été retrouvées que par le fait qu'il y ait une réincarnation. Ouais. Le saut d'une âme d'un corps décédé à un autre corps avec un entre-deux-vie. Et ça, si tu veux, chaque élément, moi j'appelle ça le fagot. C'est-à-dire qu'en fait, un fagot est fait de brindilles. Chaque brindille n'est pas forcément très solide et tu peux la casser. Mais Ouais. si tu rassembles les brindilles dans un fagot, tu me disais, Ah après, ouais, ouais. et quand tu rassembles toutes les expériences, avant la mort, juste avant, je veux dire, pendant et après, Ouais. ça converge tellement, c'est tellement cohérent les données que tu obtiens, que là, pour dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, soit il faut être un sceptique professionnel, quoi. C'est-à-dire aucune preuve n'est suffisante, quoi. Il faut avoir une raison inconsciente ou consciente pour ne pas vouloir savoir. Ouais. Soit tu n'as jamais lu et tu dis ça de principe, mais un peu, tu sais, comme les gens Ouais. qui parlent sans savoir, on va dire. Ouais. Mais soit tu n'as plus le sens de la raison, parce qu'on pourrait me dire, mais je suis en train de faire les questions-réponses. Excuse-moi, un petit peu. Non, mais vas-y. C'est pas un peu irrationnel tout ça. Moi, je dirais maintenant avec les connaissances que je connais et que j'ai eues, les informations, les témoignages, les expériences personnelles, comme disait Jung quand on lui demandait, ou Kubler-Ross, il disait, moi je ne crois pas qu'il y a quelque chose, je sais. Ben là, c'est un peu pareil. Maintenant, ça me semble très rationnel Ouais. de penser et de savoir ça, et complètement irrationnel de dire, ah non, il n'y a pas de vie après la mort. Parce que les gens ils disent, ouais, mais vous n'avez pas prouvé qu'il y a une vie après la mort. Les gens en science, c'est très difficile de prouver. Il y a un faisceau d'arguments qui est en faveur, mais c'est très difficile d'avoir une hypothèse validée éternellement en science. Ça change. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus Ouais. plausible que l'hypothèse qui dit que c'est le cerveau qui crée la conscience, beaucoup plus. Donc Ben ouais. déjà, principe du rasoir d'Occam, on prend l'hypothèse la plus simple qui explique le plus de faits et qui peut être testable. Ouais. Et cette hypothèse, c'est que la conscience est indépendante du cerveau et survient du cerveau, vraiment avec tout ce qu'on voit. Et donc, c'est vraiment, pour moi, irrationnel maintenant de dire que non, il n'y a rien. La rationalité a changé de camp. Ouais. Parce qu'autant on a dit, vous n'avez jamais prouvé que l'âme existait, mais moi je dis aux gens, mais vous n'avez jamais prouvé qu'elle n'existait pas. Mhm. Et comme on dit, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, la position, tu sais, si la personne le mieux qu'on peut se dire, c'est je ne sais pas, mais de dire je crois qu'il n'y a rien, c'est comme s'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui soutient cette position-là. Tu sais, il y a Oui. plus de preuves ou d'éléments qui soutiennent que quelque chose, mais si la personne dit ben moi je ne veux pas croire ça, ben à tout le moins juste dire je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on croit Voilà. pas, qu'il n'y a rien, c'est une croyance aussi. Tu sais. Après, de toute façon, pour ce qui est de l'évolution de notre conscience, parfois c'est bien de ne pas croire. Parfois Mhm. c'est bien d'oublier d'où on vient, Oui, qui on est vraiment. Parce oui, que ça permet de faire des expériences très terrestres. Et on est aussi là pour ça. Si on était descendu en tant que conscience, incarner un corps, euh, juste pour rester dans la lumière, l'amour, il n'y a pas besoin de descendre, quoi. Ou de descendre, ou oui. descendre la fréquence, ou d'aller dans la densité de la matière. Ouais, On pouvait rester comme ça, pure conscience. Donc c'est quand même un laboratoire. La Terre, c'est quand même. Alors il y en a qui disent une école. Moi, je préfère un laboratoire. On fait plein d'expériences qu'on ne pourrait pas faire ailleurs, grâce ouais, justement à la densité de la matière, grâce au côté frein. Quoi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Les pensées ne se transforment pas immédiatement en réalité, comme ça peut dans les mondes après la mort, dans les mondes extraphysiques ouais, qui sont plus fluides, et là où la pensée peut vite les transformer. Donc, ce serait comme un jeu de société où, parce que tu y penses, tu changes les règles au fur et à mesure que tu joues, donc tu ne pourrais plus jouer, quoi. Tu ne pourrais ouais, plus ouais, jouer ouais. sérieux. Donc, tu as besoin de règles fixes, contraignantes, pour qu'il y ait un début, une fin du jeu, puis que tu saches comment il faut faire pour gagner ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin, c'est un peu comme un laboratoire avec des microscopes, la matière, ça nous permet de faire des expériences très précises de conscience. Donc, c'est pas grave si on oublie qui on est, parce qu'on va faire des expériences d'autant plus intéressantes grâce à l'amnésie. Mais de toute Oui, façon, on s'en souviendra quand on mourra, puisque c'est la première chose que vivent les gens, c'est qu'ils, dans l'expérience de mort imminente, c'est qu'ils sortent du corps, ils voient ce qui se passe autour d'eux, ils sont appelés à traverser un tunnel avec une lumière pleine d'amour et de connaissance au bout, ils font leur revue de vie, ils sont accompagnés, ils voient des défunts, enfin bref, tout ça, c'est communément décrit. ouais, Donc c'est probablement qu'il y a une sorte de pot d'arrivée comme dans les entreprises quand on meurt, où il y a nos défunts aimés qui viennent nous dire un petit coucou. ouais, ouais, Après, comme dans toutes les entreprises, on ne reste pas à faire un pot tous les jours, un pot d'accueil. Après, il faut se mettre au boulot. Donc après, la conscience évolue dans des mondes qui sont en fonction de son niveau de conscience, au niveau de sa fréquence de résonance, ou de ce qu'elle a encore à travailler, ou qu'elle n'a pas bien résolu. Donc il y a des ouais, mondes plus ou moins lumineux, mais il n'y a pas d'enfer, hein, personne n'est perdu, il n'y a rien à faire. Déjà de venir sur Terre, ouais. c'est déjà très héroïque, parce que la vie sur Terre n'est pas facile.
Donc une partie de la grande conscience qui se différencie dans un sous-champ de conscience et qui s'habille d'un corps spirituel, mental, émotionnel, éthérique et physique, donc qui se fixe comme ça, qui perd une partie de ses qualités de la grande conscience universelle ouverte, Ouais. c'est hyper courageux. C'est un peu comme des mineurs qui vont à la mine. On ne peut pas leur reprocher quand ils sortent de la mine d'être noirs, d'être sales. Quand même, attends, on a bossé, c'est normal. Donc on peut faire des erreurs, on peut alors vivre plein d'émotions. D'ailleurs, plus on vit d'émotions, mieux c'est. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives dans ce sens-là. Ouais. C'est toutes des bonnes expériences pour la conscience, qui en Mmh. tirera ce qu'elle a en tiré comme leçon Ouais. d'amour, notamment lors de la revue de vie. Mais on dit la revue de vie, ça c'est pour les expériences de mort imminente, mais les médiums ou les défunts rapportent qu'il y en a plusieurs de revues de vie qui épurent chacun des corps progressivement. Le Oui. corps physique, bon, il est mort, ça c'est sûr. Le corps éthérique, au bout de 3 jours, il est plus valable. Mais après, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, il continue à s'épurer, puis à devenir sans forme, jusqu'à rejoindre ce qu'on appelle le septième ciel, entre guillemets, qui est en fait le monde du sans forme, l'océan Ouais. primitif. Puis ensuite retourner, c'est une sorte de cycle. Mmh. Elle se détache de l'océan et se particularise et tombe au sol, puis elle revient, elle se refond de l'océan, etc. C'est peut-être le cycle des consciences comme ça. Ouais, ouais, ouais. On peut s'empêcher de créer des formes particulières pour mettre une partie d'elle-même dedans et jouer avec comme des partenaires de jeu. Et donc mieux se connaître, se voir comme un miroir à travers les formes qu'elle a créées Mmh. pour se percevoir, parce que toute seule, elle ne se perçoit pas. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de J'aime sens de trace du haut, du bas, du chaud, du froid, il n'y a pas de notion de température ou de position. ouais. Non, Et c'est en vrai. permanence. Donc la conscience a besoin d'un autre qu'elle-même, qu'elle a même créé d'ailleurs, pour se voir, se percevoir comme un miroir. Donc ça, c'est Mmh. intéressant. Ouais, oui, j'aime beaucoup ton analogie du laboratoire et je serais curieux de te poser la question de tout ce que tu sais, OK, sur ces choses-là. C'est quoi pour toi l'argument ou les arguments les plus convaincants que quelque chose de l'autre côté? Tu sais, as parlé des expériences partagées, ça c'est quelque chose. Y a-t-il d'autres choses que tu dis, ça c'est wow? Bah, c'est comme la cohérence des données. Parce Ouais, que quand je te dis que les expériences périmortelles, avant, pendant, après, conduisent toutes aux mêmes conclusions, sont des facettes, les différentes facettes d'un même diamant. ouais, Toutes tournent autour de l'amour et de la conscience. Toutes tournent autour de la continuité et d'interagir avec nous. Enfin bref, si tu veux, quand je regarde la cohérence des faits, l'authenticité des gens qu'ils ont racontés, parce qu'évidemment, il peut y avoir des mystificateurs, des gens un peu, des ouais, gens psychotiques, etc. ouais, Mais la plupart des gens, tu sais, qui racontent ça et qui racontent leur expérience, ils ont peur de le faire au départ. Ils ont peur qu'on les prenne pour des fous ou pour des mythomanes, comme ils disent. Et quand ils se rendent compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont vécu ça, et que ça, c'est depuis que le monde existe, dans toutes les cultures, à toutes les époques, quel que soit le niveau socio-économique, quel que soit l'âge, le sexe, les gens racontent tous la même chose. Si c'était des hallucinations ou des délires ou des productions erratiques d'un cerveau en souffrance qui délivre chaotiquement des expériences parcellées et morcelées, parcellaires et morcelées, pardon, ouais, il n'y aurait pas cette structure commune invariante. Il n'y ouais, aurait pas le fait que pendant ces expériences-là, la conscience est plus lucide, plus performante au niveau cognitif que quand on est en état ordinaire de conscience. ouais, Donc, c'est cette cohérence, cette universalité, cette intelligence et cette organisation qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment, que ce n'est pas des rêves. Parce que pareil, les rêves, ils seraient idiosyncrasiques, personne ne fait ouais, exactement le même rêve avec la même structure. Ou du ouais, moins, ils ne créent pas, si c'était que le cerveau qui souffre, etc., ça ne créerait pas les grands changements qui surviennent quand les gens vivent ça. Le ouais, contact avec la mort te rend plus spirituel, plus lumineux, plus imprégné d'amour. Et ouais, ça, toutes les expériences le montrent. Donc, c'est parce que tu atteins des dimensions vibratoires plus élevées que sur Terre, et donc tu en reviens avec quelque chose. Comme par exemple, les gens qui vivent des expériences de mort imminente et qui voient l'aide de lumière et qui font leur vie, ils reviennent avec de la lumière en eux. Et 40%, ils ont des capacités parapsychologiques qui se développent, de conscience non locale, indépendante du temps et de l'espace. Elle reprend un peu des caractéristiques de la grande conscience qu'elle a connectée au cours de cette expérience spirituelle d'élargissement de conscience, qu'est la mort imminente, l'expérience de mort imminente, c'est ouais, l'expérience spirituelle. ouais, 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 Qu'est-ce qui me convainc le plus c'est le fait que ça peut être une psychothérapie en 5 minutes, comme disait Raymond Moody, le contact lors des expériences de mort imminente, le contact avec la conscience, la grande conscience. Les gens changent complètement de valeur, d'attitude, ils changent de travail, ils deviennent plus écologistes, ils deviennent plus empathiques, ils se mettent dans des métiers de service, ils savent que l'amour est la chose la plus importante, enfin, etc. Donc c'est la réaction des gens aussi. Si c'était que des délires, des hallucinations, les gens ne seraient pas changés durablement en bien comme ça. Tu ouais. vois.
Mais il y a plein d'éléments, je pourrais t'en donner. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta Oui, question. ben oui, ben oui, ben oui, effectivement. Puis aussi, moi personnellement, ce qui m'avait vraiment attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle les perceptions véridiques. C'est Oui, justement quand la personne perçoit quelque chose qui est à l'extérieur d'une autre pièce. oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, dans l'expérience de mort imminente, c'est ce qu'on appelle la sortie du corps, c'est la première phase. Et parfois, les gens racontent très bien ce qui se passe dans la salle d'opération alors qu'ils sont dans le coma, enfin dans le coma, ou anesthésiés, qu'ils ont des trucs pour les yeux, pour pas qu'ils voient, que parfois on prend, quand c'est le cas d'un arrêt cardiaque, électroencéphalogramme plat, donc au bout de 20 secondes, électroencéphalogramme plat, plus de respiration, donc les trois grands indicateurs de fonction vitale sont éteints. Ouais, Et là où ça devrait hypofonctionner, le cerveau, donc si jamais le cerveau est à l'origine de la conscience, il devrait y avoir moins de conscience, il y a beaucoup plus de conscience, les gens sont capables de performances incroyables avec leur conscience et de mémorisation. Donc enfin, bref, ils sortent du corps et ils vont parfois effectivement dans la salle d'à côté, ils voient qui est-ce qu'il y a avec l'oncle Charlie qui a sa cravate rouge, ou ils se rendent chez eux à 10 km de là, ils voient que maman est en train de faire cuire une tarte aux pommes, je dis n'importe quoi. Et ouais, quand ils racontent ça après, ou que dans la salle d'opération, sous la table, il y avait une plaque qui disait ça, alors que c'était impossible pour eux d'y avoir accès, ils n'étaient jamais allés dans la salle d'opération et ils y retourneront pas. ouais. Donc les gens, parfois les médecins, ils sont blancs quand on leur dit mais comment vous avez pu voir, c'est impossible. Vous étiez sous anesthésie générale, vous aviez des trucs, il n'y a plus rien qui battait, il n'y a plus rien qui puisse. Eh ben oui, c'est la conscience qui est capable de Ouais, perception. ben oui. Donc Et- effectivement, c'est intéressant ça. ben oui. Et je vais te poser la question. Moi, j'ai assisté à une petite soirée dernièrement avec des personnes, puis j'étais entouré de personnes qui ne croient pas à ces choses-là, puis on discutait. Et puis là, il y a une personne qui, à sa position, disait, ben, la mort, de toute façon, c'est pas important, on verra à ce moment-là. Et moi, ça m'a surpris. Je serais curieux de savoir, c'est quoi ta position? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça devrait être enseigné à l'école, ces choses-là? Bien Ou sûr, bon, ben, de même qu'il y a de la biologie, de regarder la thanatologie à l'école, ouais, la science de la mort, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans la conscience, bien sûr, parce que c'est extrêmement important. Ne serait-ce que si tu t'intéresses, sans forcément chercher à y croire tout de suite, sans chercher à faire l'expérience toi-même, mais si tu t'intéresses en lisant des livres sur l'expérience de mort imminente, tu vois que la leçon principale, c'est que ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas les biens matériels, c'est pas la réussite sociale, c'est vraiment comment tu as su t'aimer, comment tu as su aimer les autres. Et les témoignages des gens sont tellement bouleversants, tellement authentiques, que ce soit dans les livres ou dans les vidéos, on voit qu'ils sont pas en train de se la péter, enfin, en français, ça veut dire de faire les malins, pardon. Je sais pas ouais, si c'est en canadien, c'est comme ça. oui, Ah, oui. ok, pardon. Euh, ils cherchent pas du tout, ils sont vraiment humbles, ils sont rendus humbles par l'expérience, par le mystère, par le sacré qu'ils ont touché, quoi. Et donc, c'est très important de savoir ça parce que moi, je dis toujours, moi, souvent, je le fais d'ailleurs, il faut vivre en se souvenant qu'on va faire sa revue de vie Ouais, devant l'être lumière. En ouais, fait, sa grande conscience, en fait. Qui va pas nous juger, il va pas, au contraire, il sait bien que c'était pas facile la vie terrestre, mais il va nous faire vivre à la place des autres ce qu'on leur a fait. C'est-à-dire que tu vis non seulement dans les situations que tu es en train de revoir ce que tu ressentais, mais tu vis aussi l'émotion de l'autre. Par exemple, si tu as fait quelque chose de méchant, sans t'en rendre compte, même tu vas ressentir comme ça lui a fait du mal, quoi. ouais. Tu vois. Et tu vas prendre conscience et tu dis, oh là là, mais pourquoi j'étais comme ça, mais j'aurais dû voir ça. Il y a une autre façon beaucoup plus aimante pour moi, pour l'autre d'agir. Et les gens, quand tu vois comment tu te dis, oh là là, mais alors c'est pareil, je vais essayer d'éviter d'accumuler des choses à passer en revue de vie, quoi. C'est pas une punition, la revue de vie, mais c'est une prise de conscience, mais j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, puis j'ai pas envie de souffrir, de voir que j'ai fait souffrir. Ben Donc oui, déjà, et puis, quand tu as un certain niveau de conscience, que tu remontes les petites consciences, et puis que tu vas vers le tronc commun de ces petites consciences, tu remontes le long du rayon qui les a créées, que tu vas dans le soleil d'origine ou dans l'océan d'origine, et ben, tu te rends compte que moi, c'est toi et toi, c'est moi. Puis qu'à la fin, il n'y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. ouais, Donc, ce que tu fais à toi, tu le fais à moi. Ce que je fais à moi, je te le fais à toi. C'est-à-dire ça communique. C'est une illusion, la séparation. Donc, quand tu sais tout ça avec cette expérience, tu ne vis plus pareil. Tu ben évites oui, de faire du mal, même sans le vouloir, ou tu essaies de te mettre un peu en empathie pour voir quelles sont les conséquences des actions. Il y a déjà ça. Deuxièmement, et c'est pas pour rien que les Tibétains ont fait le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, et que toutes les grandes civilisations ont eu des livres, l'Ars Moriendi, l'art de mourir, le livre des morts des Égyptiens, etc., etc. J'en passe, j'en meilleur, je vais dire des Aztèques aussi, le livre des morts. Enfin, parce que un voyage, ça se prépare. Si je te dis, Jean-Charles, euh, tiens, je vais te mettre dans un avion à l'aveugle, tu vas pas savoir où tu vas aller. Tu vas me dire, oulala, mais attends, mais si il faut que je fasse un peu ma valise, parce que si tu m'envoies dans un pays tropical, c'est pas la même chose que si tu m'envoies au Groenland. Les habits vont pas être les mêmes. Si c'est un pays tropical, il y a peut-être des vaccins à faire. Et puis, quelle est la monnaie et le langage local? Et puis, peut-être que j'ai envie d'organiser mon voyage, j'ai pas envie d'y aller comme ça, puis quand j'y serai, pas savoir quoi faire. Ça se prépare un voyage. Or, c'est le plus important des voyages qu'on va faire. ouais, Donc, c'est important
du coup, si tu t'y intéresses, de regarder un peu ce que les gens racontent quand ils ont des contacts avec les défunts ou quand les gens qui font des expériences de mort imminente te racontent les premières étapes de la mort. Qu'est-ce qui peut t'attendre? Comment réagir? Parce qu'il faut éviter de paniquer ou de croire que oh là là, je vais aller en enfer parce que j'ai mal agi quand et donc tu restes les médias racontent ça, hein, agrippé au plan terrestre ou dans un monde intermédiaire parce que tu te dis non, je peux pas suivre les gens qui me disent d'aller vers la lumière, enfin, les entités qui viennent parce que c'est sûrement pour me faire du mal Ouais. ou qui, tu vois ce que je veux dire? Il y a on sait que les gens qui sont préparés, déjà les gens dans des maisons de retraite, pardon, Kenneth Ring, il avait fait des expériences, il avait parlé à des personnes âgées dans des maisons de retraite et suite en parlant des expériences de mort imminente, les gens avaient moins peur de la mort. Bon, mais aussi des gens qui témoignent de leur expérience de mort imminente ou les défunts qui témoignent que heureusement qu'ils avaient appris des choses sur ce qui pouvait les attendre parce que ça les a aidés au cours de leur voyage, de leur transition. Ben oui, ben oui. Donc, c'est pas comment anodin et c'est pas du tout inutile de connaître un peu ce qui se passe si tu veux. Ouais, ben oui, ça c'est clair. Et toi, dans ton quotidien, comment tu dirais que qu'est-ce que ça change? Bon, sans doute, tu parlais de ne pas faire mal aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent dans ta façon de faire tes choix, dans ta façon de vivre, de savoir ces choses-là? Eh ben, le fait de savoir qu'il y a une conscience, notamment ce qu'on appelle un corps spirituel, qui est un peu la raison pour laquelle on est venu. C'est-à-dire, si je parle d'un soleil d'origine et qu'on est des rayons de ce soleil, Ouais, c'est-à-dire que on est l'incarnation d'une des qualités, d'une des essences de ce soleil d'origine. On est là pour développer en conscience le plus possible cette qualité-là. ouais. On spiritualise la matière qui matérialise l'esprit. C'est un jeu de va-et-vient entre la matière et l'esprit. Bien dit ça. D'ailleurs, je dis que la matière, c'est l'âme à tiers. C'est un tiers pour l'âme, pour qu'elle se révèle. L'âme à tiers. Et, euh, et donc, pourquoi je disais ça? Rappelle-moi ce que j'étais en train de dire. Là, j'ai un petit trou. Euh, je, je te demandais qu'est-ce que ça change dans ta vie de savoir ces choses-là, euh, Je parlais de la matière. la matière. Flûte. Bon. Bon. Ben, non, mais en tout cas, qu'est-ce que ça change? Ah, j'ai pas parce que quand quand ça bloque après ça. Bon. Oui, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. Ouf. Et donc, ce corps spirituel qui est venu pour faire certaines expériences. Alors, certains parlent de mission. Bon, si on veut, en tout cas, il y a une Ouais. intention. Il y a une intention de réalisation derrière. Ouais. Ça va être un peu ton GPS. C'est-à-dire que tu sais que tu as un GPS, en fait, qui te guide dans la vie. Tu sais que tout ce qui va t'arriver va être intentionnellement bienveillant pour t'aider à rejoindre la direction de l'intention de l'âme, de ton corps spirituel. C'est pas fait pour t'embêter. Ouais. Ça a un sens, ça a une harmonie, ça concourt à un plus grand plan qui te dépasse, toi, petit moi. Ouais. Et donc, tu accueilles les événements de ta vie différemment, avec plus d'acceptation, avec plus de, je dirais, pas d'optimisme, mais de confiance que c'est pas pour rien. Et en Ouais. gros, ce plan-là du corps spirituel, c'est un peu comme, je dis, comme un GS, si jamais tu t'en écartes, il te dit recalcule, tac, et t'envoie un événement ou une situation qui va t'amener à faire des expériences qui vont te ramener un peu là où tu étais parti, là où tu étais venu t'incarner, enfin là où, pourquoi Ouais. tu étais venu t'incarner. Donc ça change ça aussi, si tu veux, de savoir qu'il y a une conscience individuelle qui survit à la mort du corps Ben et oui. qui n'est pas là pour rien. Ouais. Et dans cette optique-là, est-ce que selon toi, les événements de vie qui reviennent, qui se répètent, c'est parce qu'on n'a pas effectué certains apprentissages? Est-ce que Oui, c'est comme ça? bah, c'est typique ça, oui, c'est typique. Ouais. Ce qu'on fuit nous suit, comme disait, ce Ah. qu'on n'affronte pas nous pourchasse. Et affronter, ça ne veut pas forcément dire une attitude guerrière ou alors il faut subir. Et puis, ça peut être, tu as des méthodes par exemple comme le Tipeee ou le mindfulness, Ouais. où tu te contentes de dire ok, j'accepte, ok, j'accueille, sans chercher à changer, sans chercher à repousser, en vivant en conscience dans les sensations de mon corps, dans l'ici et maintenant, les choses comme elles viennent. Ouais. Et je suis juste curieux de voir comment elles évoluent quand je ne fais rien, que de faire un yes, un smiley, un oui, j'accepte, un grand ciel bleu qui se déploie pour laisser passer les nuages. Euh, Ouais. donc, si tu veux, voilà, donc c'est important de se dire que toute expérience est bonne, vraiment, de le savoir. Ouais. Elle va te conduire au bon endroit, même si apparemment, c'est pas du tout le cas au départ, tu vois. Ouais, ben oui. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait l'expérience de mort imminente ont sûrement, qui ont survolé leur vie lors du panorama de vie et qui ont vu des précognitions, qui ont vu ce qui pouvait se passer dans le futur, et quand ils reviennent, ça se passe effectivement comme ça dans leur futur. Ça aussi, c'est une autre validation externe. Ouais, ben oui. Ben oui. Euh, donc les gens, ils savent, ils se disent, mais
quoi qu'il en soit, même si on dit dans le monde est pourri, il y a de la souffrance, il y a la guerre, il y a machin, tout a une raison. Tout est lié à un plan d'amour. Alors c'est difficile à accepter pour ceux qui vivent ces situations, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais par exemple, même la famille, on se plaint de notre famille. Et là, pourtant, notre famille est parfaite pour nous. Elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour nous. Ouais. Pour télécharger tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu télécharges certaines caractéristiques de ton véhicule ou de tes Ouais, armes. ouais, ton avatar. Prendre une voiture légère, rapide, mais par contre, elle ne sera pas puissante. Alors, tu ne peux pas tout prendre à la fois, quoi. Et Ouais. là, en fait, tu arrives sur Terre, tu Mmh. télécharges, tu choisis une famille. Les enfants, quand ils sont interrogés, parfois, ils disent, j'ai des souvenirs de l'entre-deux-vie, et ils se rappellent le moment où ils ont vu leurs parents, ils ont senti le champ énergétique, et c'est là qu'il faut que je m'incarne, ils l'ont choisi. Et les parents, ensuite, ont fait l'enfant. Enfin, bref, et il est venu s'incarner chez eux. Ouais. Mais tout ça pour dire que on a des parents parfaits pour ce qu'on a à faire, et parfois parfait pour nous limiter, parfois parfait pour nous mettre des œillères, pour nous conditionner, pour qu'on s'oblige à vivre qu'un certain nombre de choses et pas tout. Tu vois, par exemple, si moi j'étais Léonard de Vinci, ça m'embêterait parce que je serais en permanence en train de tout faire à la fois, de la peinture, de la musique, de l'ingénierie, enfin, tu vois, le R de Vinci, quoi, génie universel, quoi. Et Ouais. pour réaliser notre mission, on a besoin d'être un peu limité. Comme les chevaux de course, ils ont besoin d'œillères pour pas quitter la piste et puis pas aller brouter ailleurs l'herbe ou aller voir une jument, etc. Donc, on s'auto-limite pour réaliser aussi un peu c'est un peu notre navire dans l'océan, quoi, de toutes les possibilités. Voilà, c'est notre navire à nous. Ouais. Donc, je sais bien qu'on a parfois des bonnes raisons de se plaindre de nos parents, mais en fait, c'est mieux de savoir qu'on a un peu choisi quand même ça. Et qu'à à la fin, ça va s'expliquer, au Mmh. moins quand on mourra, mais généralement avant, et que Ouais. ça va prendre sens, prendre forme dans un tout cohérent et finalement bienveillant au Ouais. bout du compte. Ouais. Ah, tu expliques très bien tout ça, c'est super. Ah oui, j'ai toujours peur d'être comment confus et de Ah bafouiller. non, non, pas du tout, pas du tout. Et je sais pas, là, il y a plein de gens qui écrivent plein de témoignages, ça leur parle beaucoup à tout le monde, c'est vraiment super. J'aimerais ça aborder avec toi, Olivier, bon, on parlait de la communication avec les défunts. À ta connaissance, sur le plan scientifique, y a-t-il un modèle qui explique justement ça, le fait qu'on puisse communiquer avec les défunts? Y a-t-il des informations là-dessus qui seraient Bah, intéressantes? de toute façon, la physique quantique, qui est la branche la plus avancée, la plus moderne de la physique, hein, Ouais, postule maintenant qu'il n'y a pas seulement les 4 dimensions que l'on connaît, c'est-à-dire, tu sais, les 3 dimensions spatiales plus le temps, qui fait une 4e dimension. Et même, il y a des modèles, notamment le modèle très intéressant dont je parle dans le livre, La conscience immortelle, mais je ne peux même pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que ça serait long, ce serait complexe. Et bon, ça s'appelle le modèle à membrane, M, avec un M majuscule. ouais, Postule le fait qu'il faut 10 dimensions, 6 dimensions supplémentaires aux 4 qu'on connaît, pour pouvoir expliquer la coexistence du déterminisme et du libre arbitre. Et un physicien, qui a d'ailleurs été celui qui a préfacé le livre La conscience immortelle, qui est Philippe Guimand, oui, chercheur au CNRS, qui maintenant est de plus en plus connu et reconnu, qui est un type d'une intelligence phénoménale, phénoménale. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de penseurs que j'admire. Il y a Bernardo Castruc pour son idéalisme moniste, etc. Bon, enfin, je ne vais pas parler. Mais il y a. Alors lui, c'est un extraterrestre, tu vois, directement. Je pense presque sérieusement. C'est un extraterrestre qui s'est caché chez nous. Lisez ses livres. Ils ne sont pas faciles d'abord, au départ, mais ça vaut le coup de persévérer. Parce que quand vous rentrez, puis en regardant ces vidéos, ça s'explique encore mieux, hein, les allers-retours entre ces vidéos et ces livres. Vous comprenez vraiment le génie de ce type-là, qui est vraiment. Bref, ben lui aussi dit qu'il faut 6 dimensions supplémentaires, donc il en faut 10. Donc ça tombe bien, ça concorde. En tout ouais, cas, il y en a qui parlent juste d'une 5e dimension, d'autres physiciens. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, ils disent que c'est dans cette dimension qui échappe au temps et à l'espace, comme on le connaît, nous, dans notre réalité ordinaire, que viennent se réfugier ben, les consciences une fois qu'elles ont quitté le corps. Alors, dans le modèle de Ransford, moi, ce qu'on appelle l'entonnoir de la conscience, on décrit plusieurs substances univers. C'est-à-dire qu'il y a des couches d'univers de plus en plus conscients, où il y a de plus en plus de ndo et de moins en moins d'oxo, ça c'est la terminologie dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a plus de conscience et moins de matière contraignante à de l'exocausalité, de la causalité fixe, déterministe. Il y a de plus en plus de conscience, c'est de plus en plus souple, c'est de plus en plus. Bref. Et il y a plein de monde comme ça. Il y a plein de demeures pour l'âme. Et l'âme, elle se retrouve au niveau à peu près où elle peut mieux travailler, elle peut mieux vibrer avec les autres âmes qui y sont, quoi, en gros. Bref, mais tout ça pour te dire que ces demeures de l'âme, elles sont postulées comme étant des dimensions cachées qui influencent d'ailleurs notre réalité ordinaire, hein. ouais, David Bohm, le physicien aussi très connu, parlait d'ordre impliqué ou implié, qui est derrière notre ordre
explicite, le monde de la vie ordinaire tel qu'on le connaît. Donc il y aurait des mondes, et ces mondes seraient des demeures de l'âme. Et ça, c'est la physique quantique l'accrédite en disant que c'est pas du tout une hypothèse farfelue, qu'au contraire, c'est ce qui la pensée moderne fait de mieux pour expliquer l'inexplicable avec la physique classique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une question de vibration à quelque part, hein? C'est comme si Ça fait de fréquence, de de vibration. fréquence de vibration et que le défunt a une fréquence vibratoire particulière que si on Voilà, se synchronise avec notre champ de conscience sur cette vibration-là, ça c'est ça. permet C'est ça. un C'est contact. pour ça d'ailleurs que les défunts arrivent plus facilement dans nos rêves. Alors on sait que c'est pas un rêve quand c'est le cas, parce que c'est d'une clarté, d'une lucidité, d'une limpidité. Enfin, je veux dire pas du tout les rêves flous, un peu chaotiques ou aléatoires. Et quand les défunts apparaissent dans les rêves, ils délivrent des messages et tout. Et c'est plus facile pour eux parce que dans l'état de rêve, on est déjà dans un état de conscience modifié, on vibre déjà à un autre niveau, tu vois. Donc c'est comme si il y avait un mi-chemin. Mais ça peut arriver dans l'état ordinaire de conscience, mais c'est pour ça que, par exemple, l'EMDR, la méthode Botkin, qui est une adaptation de la méthode de l'EMDR Ouais, pour le contact avec les défunts, mais dans des états de conscience élargis, modifiés, qui permettent plus facilement le contact. Et de même que ta méthode à toi d'hypnose spirituelle qui, je crois, s'inspire de Dolores Cannon, de Weiss et puis de la troisième. bon, j'ai fait le tour, j'ai fini par créer mon propre truc, mais je suis C'est parti ça. de ce que Très les bien. autres faisaient, ouais. On fait tout ça au bout d'un moment. Et ben oui, c'est en modifiant la conscience que tu permets les contacts. C'est pas en la laissant dans son brouillard, dans son chaos, dans son bruit habituel, dans ses préoccupations très terrestres. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et partant du principe, comme tu as mentionné tantôt, qu'on est on est des âmes qui s'incarnent, on vient sur Terre dans ce laboratoire-là pour apprendre, pour évoluer. Dans ta compréhension, qu'est-ce qui fait évoluer l'âme? Comment tu Les comprends ça? expériences. Les Les expériences. expériences? C'est comme des diamants que tu extrais de la roche, de la matière, les expériences. Euh, En fait, c'est pas l'âme qui vient s'incarner. En fait, alors si on prend le modèle de la membrane, comme quoi il y a une sorte Ouais, d'ancien primitif fait de plein de matières en potentialité, de plein de vibrations, d'ondulations, etc., qui n'est pas forcément conscient de lui-même. ouais. C'est comme une sorte de plicature dans cette membrane. Et donc, tout d'un coup, c'est comme si c'était une membrane de mercure avec des parois auto-réfléchissantes. Tout d'un coup, elles se font face et ça fait un petit ego qui réfléchit sur lui à toute vitesse, comme des miroirs qui se reflètent à l'infini, et qui s'hypnotise par ce qu'il voit et qui oublie qu'il fait partie de la grande membrane, le grand océan d'où il vient. Ça semble momentané pour le moment, mais ça dure plusieurs vies, hein, parce que l'échelle de temps n'est pas la même pour la grande conscience et pour nous, quoi, les petites Ouais. consciences. Euh, alors la question c'était, oui, alors donc en fait c'est comme une intention de cette membrane de créer une nouvelle forme, qui crée cette nouvelle forme, donc qui est ce corps spirituel qui s'habille de corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, corps physique, comme en descendant dans un entonnoir, en s'habillant d'habits de plus en plus denses, tu vois, qui Mhm. joue ensuite le rôle d'attracteur, qui retiennent la conscience, comme si la matière était une sorte de grosse planète qui attire une petite planète de la conscience, tu vois. Et puis après, quand elle meurt, ben, elle lâche, puis elle libère, ça remonte, ça lâche du lest comme un ballon. Euh, mais donc, c'est pas forcément. Au départ, c'est pas une petite conscience qui dit seule dans son coin, ah ben, je vais m'interner, puis je vais remplir ta mission. C'est la grande conscience qui développe une intention, quoi, presque dans son mouvement. En faisant un mouvement, elle développe, elle crée quelque chose, elle crée des univers. C'est comme si, toi, en bougeant, c'est comme si tu étais dans un endroit, un magasin de porcelaine, comme on dit, Ouais, entouré de porcelaine. Dès que tu fais un mouvement, pam, t'en fais tomber, ou tu vois, tu peux pas faire quelque chose, tu peux pas faire un mouvement sans créer quelque chose, sans casser quelque chose, là, ça, c'est bon. ouais, ouais. C'est pas un bon moment. Ou si tu avais des pinceaux au bout des doigts, puis dès que tu bouges, tu peins sur des toiles, quoi. Tu peux pas bouger sans peindre sur quelque chose, quoi. Mm. Donc, c'est plutôt une intention, parfois même, on pourrait dire inconsciente, c'est-à-dire, non, c'est un mouvement, voilà. Ça bouge, ça pulse, qui crée une individualisation qui, elle, s'enferme autour de corps de plus en plus denses et qui oublie qui elle est, qui donc reste dans ses corps, dans l'hypnose, comme ça, dans le conditionnement, dans l'identification, à ce qui n'est que des formes d'habillement pour ce bout de conscience partialisé. Ouais, Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère, parce que moi, j'ai des schémas dans mon livre pour expliquer tout ça, et là, je veux pas. ouais, Je suis on va rester plus. rapide, quoi, là. Ouais, ben oui. C'est quand Mais même compréhensible pour toi ou pas? oui, Quand oui, je oui, parle de ça. ben oui, ça se tient. Puis je voulais juste revenir sur quand tu disais c'est les expériences qui fait que la conscience évolue. Oui, voilà. Quelque part, ça prend. Parce Parce qu'elle s'expérimente elle-même. Ouais, mais ça prend une réflexion de la personne sur l'expérience à quelque part. C'est fait juste vivre, mais elle pourrait vivre Non, non. l'expérience et ne En pas fait, à apprendre. partir du moment où tu prends conscience de ce que tu vis, Ouais,
c'est ça qui est important. C'est pas la réflexion sûre, c'est pas l'analyse rationnelle. C'est juste d'avoir vécu en conscience. En leur vivant en conscience, tu la mets dans un grand champ une grande base de données, Mmh. un grand cloud qui appartient ensuite à la conscience en général et qui peut être réutilisé par des petites consciences parfois. C'est-à-dire que parfois, on se réincarne en prenant des petits bouts de vie d'autres personnes qui n'ont pas terminé un travail ou qui n'ont pas conscientisé certaines choses ou des émotions en suspens comme ça qui demandent qu'à être repris, recaptées et retravaillées, si tu Ouais. veux. Donc, non, c'est la conscience, c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise émotion. Même si tu vivais toute ta vie dans la colère, eh ben, tu aurais fait une super vie d'expérience de la colère. Quoi. Alors que dans les milieux spirituels, on dit oh là là, pas la colère, mon Dieu, ça veut dire que vous vous sentez séparés, ça veut dire que vous n'avez pas compris la nature des choses, vous avez fait du mal à votre corps, vous avez fait du mal aux gens, c'est de l'agressivité, soyez dans le respect, dans l'acceptation. Non, si tu vis en conscience, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que de toute façon, tu as une série illimitée de vies si tu veux vivre toutes les émotions. Tu les as peut-être déjà vécues les autres, peut-être que tu n'avais jamais vécu cette émotion-là au cours d'autres vies si tu veux. Mmh. Ou que la grande conscience, elle a besoin de ça, elle t'a envoyé pour ça. Tiens, elle dit pas ça comme ça, je simplifie. Tiens, Ouais. mais je prie quelqu'un pour vivre la colère. Tiens, bah, toi, tu veux y aller, s'il te plaît? C'est un sport d'équipe. Hein. On est tous des frères et sœurs de la même grande conscience au départ. On travaille tous pour la même cause, entre guillemets. Enfin, c'est pas une cause. C'est, sans le savoir, on jubile Ouais. d'interagir et on est plein de joie d'incarner cette conscience-là. On s'amuse avec elle. Et donc, si tu veux, comme c'est un sport d'équipe, c'est pas un qui va gagner. Puis, au foot, il faut que l'arrière, il est bien joué pour que le fait que l'attaquant ait mis des buts, s'il met que des buts, mais qu'il reprend 10 buts derrière, ça sert à rien. Il faut un bon jeu à l'arrière et un bon jeu d'attaque pour gagner. Donc, on est tous dans une même équipe. Donc, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va le reprendre. Il Ouais. reprend le flambeau, enfin un autre. Il y aura un autre moment où la conscience va pouvoir expérimenter ça et le travailler différemment. Il n'y a pas de souci. Tu vois, parce que sinon, on est trop dans oh là là, mais il faut que j'arrive à évoluer parce que sinon, c'est terrible. C'est comme si la grande conscience, elle avait besoin de nous, quoi. Comme si on était tellement important que si on rate notre mission, tout l'univers s'écroule, tout est foutu. Ben non, il n'y a aucun souci. Elle est plus forte que ça. Tu vois. Ouais. Et le fait que tu dis parfois, bon, justement, on interagit avec d'autres, il y a le concept qui est assez connu de la famille d'âme. Est-ce que c'est quelque chose Oui, qui te parle toi aussi, que ça serait. C'est quoi pour toi la famille d'âme? oui, oui, bah déjà, bah, la famille d'âme, c'est des consciences individuelles qui restent, enfin, qui se retrouvent sur Terre après être mort dans une vie antérieure, enfin, dans une vie d'avant, qui se retrouvent pour continuer un certain travail. Comme une équipe, justement, hein, on pourrait parler d'une équipe, mais parfois pas à la même place. Hein. On sait que celui qui, par exemple, était le fils dans la vie précédente, il peut devenir le père ou la fille dans la vie suivante, mais on retrouve ces âmes avec lesquelles il y a des contrats d'âmes, on s'entraîne entre nous. Et même si on se fait des vacheries, quand on remonte, quand on est mort, on se dit, ah, bah, t'as bien joué là, super, hein, tu m'as bien cassé les pieds, c'est exactement ce qu'il fallait pour que je travaille tel ou tel. Merci, hein, très bon partenaire. Tu sais, c'est un peu comme le boxeur, il faut qu'il ait des sparring partners puissants, parce que sinon, s'il s'entraîne avec des mauviettes, le jour où il monte dans un vrai combat, il va avoir la différence, quoi. Ah Donc, ouais. on remercie son sparring partner. Ah ouais. Et c'est un peu ce qu'on retrouve là. Et Et, effectivement, moi, si tu veux, le fait, quand je dis qu'il y a un grand champ indifférencié de conscience qui crée des sous-champs, mais c'est comme un soleil qui crée des rayons, mais ces rayons parfois sont gros et se redivisent encore en plusieurs rayons. Et ça se redivise. Et si tu remontes, tu trouves qu'il y a des rayons communs. Ça, c'est les familles d'âmes, si tu veux. Puis à la fin, on est tous une seule et même famille d'âmes. hmm, C'est-à-dire, on est la conscience qui nous a créés tous ensemble, quoi. ouais. Et ça me fait penser, dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu penses de la notion de pardon? Parce que si tout était orchestré à quelque part, on a Et choisi, est-ce que le pardon existe vraiment? c'est qu'il n'y a rien à pardonner parce qu'il n'y a pas de faute en réalité. Euh, les gens qui font une revue de vie lors des expériences Ouais. du Morning ils voient que tout est déjà pardonné, tout est en train d'être pardonné et tout sera pardonné. Hmm. Parce que les erreurs font partie inévitable de la vie terrestre. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreur dans la vie terrestre, c'est pas possible. Mhm. C'est comme si tu reprochais à des élèves de ne pas avoir 20 sur 20 toute l'année. Tu dis, mais c'est idiot parce que s'ils avaient 20 sur 20 toute l'année, c'est-à-dire qu'ils le savent déjà, donc ils n'avaient rien à faire là. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ça sert à rien qu'ils soient dans cette classe ou aux auteurs s'ils ont 20 sur 20 déjà. Donc, forcément, on est limité par la grande conscience se limite elle-même, se donne des obligations, des contraintes, des pertes de qualité parfois, en s'incarnant dans des corps subtils, mais aussi physiques. Ça fait partie de l'expérience de laboratoire. Hein. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y a pas, y a pas à pardonner dans le sens, tu sais, Kenneth Ring, Kenneth Ring, qui est un grand psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur l'expérience de mort imminente, Ouais. il disait, quand il racontait l'expérience de la revue de vie, que finalement on était pardonné, tous les gens, évidemment, lui disent, même Hitler, ah, c'est le gros truc ça, même Hitler, Ouais, ouais. bah oui, même Hitler. Sauf que lui, sa revue de vie, elle va être longue, parce que s'il doit passer en revue et vivre à la place des autres tout ce qu'il leur a fait vivre, c'est pas une punition. C'est un grand travail de prise de conscience. On pourrait dire qu'à son niveau, peut-être c'est une grande conscience qui a pris beaucoup de travail sur les épaules, quoi. Peut-être trop d'ailleurs. On dit avoir plus gros yeux que gros ventre en France. Pour dire quelqu'un qui mange trop parce qu'il a trop surestimé ses capacités d'appétit et de digestion, quoi. Ouais. Mais oui, oui, il n'y a pas à ce niveau-là. Alors, quand Ouais. on est dans la dualité au plan terrestre, oui, il y a des salauds, c'est mal, il faut le punir, etc. Mais quand tu es sur le plan de la conscience, comme toi c'est moi et moi c'est toi, ce salaud-là, c'est une partie de toi qui s'est incarnée pour vivre ça. Parce que Ouais. si tu remontes le long des branches, ça devient une partie de toi, ça devient même toi, ce Mm. salaud. Euh, Ouais. D'ailleurs, dans beaucoup d'approches dites spirituelles, il est bien de penser que tous ceux qu'on désigne comme salauds, on les a en salaud intérieur aussi. Donc Mhm. tout ce qu'on projette, tout ce qu'on Ouais. reproche aux autres, c'est on est en train de projeter des choses qu'on ne veut pas voir en soi. Ouais. Ça, c'est une Ouais. bonne base. Je ne dis pas que c'est toujours vrai, peut-être pas, mais c'est une bonne base pour comprendre ce qui Ouais. arrive. Ouais. Mais Ouais. au niveau Ouais. de la conscience, quand tu remontes et puis que tu vois tout ça, tu dis, ah, on était dans la même équipe, en fait, on était des ennemis jurés sur Terre, on s'est fait les pires coups possibles, Ouais. mais en fait, on s'est rendu super service. Ouais. 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 Super intéressant, Olivier. Le temps avance. On va donner la chance aux gens de poser un petit peu des questions. Donc, je vous invite à écrire des questions maintenant. Si Pour les j'ai vu. insultes, attendez un peu, posez d'abord des... Comment tu dis? Pour les insultes, attendez un peu avant les insultes. Des questions bienveillantes. J'en ai pas vu passer. C'est bon signe. Ah bon, ça va. Ouh, non. Euh, je vais juste ici venir un petit peu. Bon. Euh, j'ai vu une question passer tantôt parce que bon, il y a un petit délai de 30 secondes. Fait que là, je vous invite, ceux qui ont posé des questions, vous pouvez les remettre. Il y en a une qui posait la question, y a-t-il une différence selon toi entre les rêves lucides, le voyage astral? Je sais que c'est connexe à ce qu'on parle, mais c'est une question qui est ressortie. Ah, une différence entre quoi alors? Entre les sortures du corps, ou le voyage astral, donc les sortures du corps, et le Ouais, rêve. Euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature. Alors, je réponds. Il y a eu des études sur les sortures du corps lors des expériences de mort imminente. C'est-à-dire que lorsque le cerveau était suffisamment affaibli pour ne plus pouvoir attirer la conscience et la laisser s'échapper avec ses autres corps, quoi. Bref. ouais, Mais dans le rêve lucide, ou dans les sortures du corps du voyage, dit voyage astral, là, le corps n'est pas malade, il n'est pas en train de mourir. Mais ouais, par exemple, quand ça se passe au moment du sommeil, quand même son fonctionnement est ralenti, il est moins attractif pour la conscience, et la conscience peut s'échapper avec ses corps. Alors on estime qu'il y a deux types de voyages astraux. Il y a les voyages astraux dans lesquels le corps éthérique fait partie de l'aventure, et dans ce cas-là, on reste dans des dimensions proches de la Terre, qui ressemblent beaucoup à la Terre, on visite la Terre en quelque sorte. ouais, Et puis il y a ceux où on laisse de côté le corps éthérique et on voyage qu'avec le corps mental émotionnel. Et alors là, on peut voir des mondes qui n'ont plus rien à voir avec le monde terrestre, ou alors qui se déforment très rapidement, qui sont très fluides en fonction de l'état d'esprit du rêveur ou du voyageur, et parfois même des mondes qu'on ne connaît pas du tout, et on rencontre des entités, etc. ouais, Donc oui, ça fait partie de la même chose. Alors, se réveiller dans un rêve et se dire, tiens, je peux voler, tiens, je peux sortir de la pièce, etc., ouais, ça fait appel au même principe. C'est qu'on est détaché du corps physique qui lui est complètement dormi à ce moment-là, et que la conscience peut se permettre d'aller visiter des dimensions différentes. C'est le même principe. ouais, ouais, ouais. Parfait. Une autre question je pense que c'est Sylvie, elle a dit, et Dieu dans tout ça? Toi, Hein, c'est marrant parce que dans la conscience immortelle, il y a un chapitre qui s'appelle Et Dieu dans tout ça. ah bon, ben voilà, une belle synchronicité. On peut dire que tout ce qu'on dit de Dieu, c'est ce qu'on dit de la conscience, avec un grand C majuscule, du champ de conscience originel. Alors, Emmanuel Ransford appelle ça l'ur causal, c'est-à-dire la conscience pure, qui n'a ni début ni fin, qui peut s'auto-annihiler et s'auto-engendrer d'elle-même, sans aucune justification, qui peut être tout et qui peut être rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas la qualifier par des adjectifs, parce qu'elle est aussi l'inverse. Elle est l'amour, mais elle est aussi la haine. Elle est tout, en même temps. Et c'est pour ça, imaginer un Dieu, bien sûr que c'est l'amour qui triomphe au bout du compte, et c'est l'amour, la substance primordiale, avec la joie, la lumière, etc., qui fait partie de la conscience, des ingrédients de la conscience. Mais
Mais disons que Dieu peut se permettre d'être tout et sans justification, et donc la conscience aussi. Et la conscience, c'est Dieu. Quand on regarde d'ailleurs ce que disent les mystiques ou bien les religieux qui ont été vraiment inspirés par expérience directe, etc., ou les gens qui font des expériences psychédéliques ou chamaniques, quand ils parlent de l'esprit, c'est la conscience. Ouais, ouais. Il y a eu une question aussi sur le chamanisme, probablement parce que tu en as parlé tantôt. Elle dit, il y a une personne qui dit c'est quasiment rendu une mode. Oui, alors Euh, juste une chose, Gary Schwartz, qui est un scientifique vachement intéressant parce qu'il a beaucoup oui, travaillé sur la conscience, etc., sur les esprits, dans un modèle scientifique moderne. Lui, il parle de God, G-O-D, pour dire qu'il y a un plan intelligent et évolutif, qui est la trame et la conscience de l'univers, et que ce plan intelligent et évolutif a des caractéristiques de God, G-O-D, qui veut dire guiding, organizing et designing, c'est-à-dire qu'il est capable de guider, d'organiser et de ah, concevoir. Donc c'est marrant, il y a cet acronyme qui a été créé par Gary Schwartz pour justement dire que Dieu est la conscience, Dieu est la substance immatérielle de base qu'on appelle la conscience avec un grand C universel, c'est un peu la même chose. Voilà, excuse-moi. ouais, oui, non, c'est important. Et justement, pour continuer par rapport à Gary Schwartz, lui, il fait même, j'avais eu la chance d'interviewer, je sais pas si tu connais un petit peu, il utilise des instruments de photo, Full Sound, les Soul Phone. Soulphone, ouais, Tout à fait. Voilà. Il étudie comme ça des champs électromagnétiques qui apparaissent en réponse à des questions ou à des intentions. Et il a montré qu'il y a différents niveaux de champs plus ou moins complexes, à des fréquences vibratoires plus importantes qui peuvent correspondre par exemple à des esprits simples, à des défunts, ou bien à des anges, ou bien des entités. Et c'est drôlement intéressant parce qu'il y a vraiment une réponse. Et c'est pas ben lui qui oui, l'a fait. Et c'est pour ça qu'il appelle ça les téléphones de l'âme, soul phone. ouais, 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 et C'est passionnant, c'est passionnant. Ben, je ne sais pas si c'est dans son livre God Experiments qu'il a fait ça ou un autre livre, mais tous ces livres, il y en a peu qui sont traduits en français, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un génie ce type, quoi. ah ouais, vraiment, Génie d'expérimentation spirituelle, quoi. Il ouais, réunit la science et la spiritualité, lui, vraiment. Il fait partie des grands passeurs avec Dean Radin, avec d'autres, Mario Burga, etc., etc. Enfin, tous les gens du mouvement post-matérialiste. ouais, 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 ouais. Ce que je voulais dire par rapport à Gary Schwartz, ouais, c'est ça, la position de Gary, ce n'est plus genre est-ce qu'on peut mesurer scientifiquement l'existence des défunts, c'est plus Oui, comment améliorer la communication. c'est ça. Mais oui, parce qu'il y a vraiment des gens, parce qu'une fois que tu as mis, comme je dis, le pied dedans, et puis que tu as fait les expériences qui vont avec, et puis que tout s'éclaire, tout prend sens, tu n'as plus envie de perdre du temps à dire est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, tu vois, je veux dire, c'est comme si, tu vois, si je prends ce crayon, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je le lâche? Donc, Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le il sais? va Alors, je ben, sais, là, parce je vois. que Ah oui, tu as raison. Puis maintenant, imaginons que yes. pendant toute la conversation, là, toute la soirée, je fais ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il tombe plus dessus, on parle, puis je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, arrête, Olivier, là, c'est bon, quoi. Tu t'attends quoi? À ce qu'à la milliardième fois, il tombe pas? Alors, à moins qu'il y ait une éclipse du soleil, je sais pas, un truc, une explosion du soleil, je sais pas, qui crée un champ électromagnétique particulier qu'il faut léviter les objets, ça va retrouver. Il n'y a plus besoin de le retrouver, passons à autre chose. Tu vois? Eh ben, c'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, on dit pour le croyant, aucune preuve n'est nécessaire, et pour le sceptique, aucune preuve n'est suffisante. Alors, il Ouais, s'agit dans la position du croyant, bien sûr que l'intuition compte. Ça, ouais, c'est pas croire l'intuition, c'est faire appel à une qualité qui est celle de la confiance à l'intuition. ouais, Mais ouais, bref, ouais. on peut se contenter de l'intuition d'ailleurs. Mais c'est bien aussi d'avoir des connaissances, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de vivre nos propres expériences. Mais une fois que tu l'as fait, tu vas pas redémontrer une énième fois qu'il y a ça, quoi. C'est pour ça que des gens comme Gary Schwartz, effectivement, ils avancent, ils construisent une véritable œuvre scientifique dont on ne prendra vraiment conscience que dans 10, 20 ans, vraiment, dans les milieux académiques, parce que pour l'instant, c'est encore un milieu un peu, tu vois, comment, spécialisé, ou Ouais. les sympathisants de l'esprit, on va dire. Mais un jour, ça atteindra vraiment le grand public et ça sera reconnu, voilà, comme un grand Ouais. précurseur. Ouais, ouais, ouais. C'est passionnant tout ça. Et ça fait déjà 1 heure. J'aimerais ça, avant qu'on termine, Olivier, qu'on parle un petit peu. Je vais écrire, je vais mettre dans les commentaires. Où c'est que je fais ça? Ah, ça va être ici. Quelques liens. Donc, ceux qui écoutez, vous pouvez voir les liens. Vous allez pouvoir regarder ça. En fait, il y a certains liens qui parlent de certains ateliers et conférences que tu vas donner. Je ne sais Oui. pas si tu veux en glisser un petit mot. Oui, ben, en gros, il y aura une conférence qui va être justement sur la conscience immortelle et qui donnera ensuite lieu à 3 ateliers. Un atelier qui est comment se connecter mieux encore à la conscience, la petite et la grande, euh, dans la vie individuelle. Et il y aura un autre atelier qui sera dans le couple ou dans les relations avec des proches. Puis un autre Ouais. atelier qui sera
la société, comment créer un monde plus conscient ou participer à la création d'un monde plus conscient. Donc la conscience dans l'individu, dans la relation intime et ensuite dans la relation sociale. Ouais. C'est 3 ateliers qui suivront, quoi. Et Et puis ça, en juin 2020 à Paris, au Grand Rex, c'est un grand cinéma où il y a 3000 personnes qui peuvent venir écouter. Je participerai à un congrès sur la nature guérisseuse et là je parlerai notamment des psychédéliques qui sont partout dans la nature. Hein. Il y a l'iboga, ouais, l'ayahuasca, les champignons psilocybine, les ouais. cactus à mescaline, même le LSD, ça vient de la nature, c'est un ergot de seigle, etc. Pourquoi elles ont créé ces substances? Est-ce qu'elles nous permettent de Hmm. contacter Ouais. et peut-être de mieux nous comporter vis-à-vis de la Terre aussi en son beau Dieu. Et parce qu'il y a un livre qui va paraître aux éditions Kittré Daniel, en coécrit avec le journaliste scientifique Jocelyn Morisson, qui s'appellera La Révolution psychédélique, une médecine de la conscience. Donc, ça sera à peu près en mai-juin, juste avant le congrès, OK. pour ceux que ça intéresse. Parce qu'il y a une médecine, je veux dire, ces 10 dernières années, on est passé de la préhistoire à l'âge moderne au niveau des psychédéliques. Ah Il y a ouais. énormément de recherches qui ont été faites dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des laboratoires, sur l'utilité de ces substances, et pour ne citer que 3 d'entre elles qui ont tellement fait de progrès que dans 1 ou 2 ans, elles seront légales d'utilisation médicale aux USA ou en Angleterre. Je parle de la kétamine, des champignons à psilocybine ou de la psilocybine-champignon et de alors l'MDMA, l'ecstasy, qui en gros montre beaucoup d'utilité dans les dépressions chroniques, suicidogènes, résistantes aux antidépresseurs ou dans les toxicomanies, à l'alcool, au OK. tabac, à la cocaïne, à l'héroïne, etc. Elles sont très efficaces. Voilà. Tout ça pour dire il y Ouais. a beaucoup de préjugés, beaucoup de mythologies. Elles ont été Ouais. arrêtées non pas pour des raisons scientifiques à la fin des années 60, mais pour des raisons politiques Ouais. essentiellement. Et maintenant, elles retrouvent leur lettre de noblesse et leur intérêt. Et ça serait vraiment non-assistance à l'humanité en danger de se priver de leur potentiel. Hmm. Vraiment. Voilà, donc le livre est là pour accompagner un peu ce renouveau qui se fait. Mais ça se fait surtout dans les pays anglo-saxons. Ouais. En France, juste l'étude de la kétamine qui est permise maintenant avec un laboratoire en forme intranasale pour la dépression résistante. Mais c'est vraiment très timide, ça commence. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est énorme. Et donc, c'est important de faire connaître en France ou dans les pays francophones. Ouais. Mais je sais qu'au Canada, au Québec, vous êtes très avancé là-dessus, puisque j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un peu des polycopiés, des extraits vidéo, et qui a une formation pour les thérapeutes pour accompagner au niveau psychédélique. Ah ouais? Mon Dieu, je Québec, savais pas ça. si, OK. si. Je me demande si c'est pas près de Montréal. OK. Avec des gens qui viennent du monde entier pour la faire, cette formation, parce qu'il y en a très peu hein, dans le monde. Et ça va devenir un jour nécessaire, parce qu'il Ouais. faudra des gens qui ont expérimenté ça, qui ont l'habitude des états modifiés de conscience pour pouvoir Ouais. aider, guider les gens dans ce qui est des expériences transformatives, comme les expériences de mort imminente. C'est-à-dire ça a ce point commun, quand en 1 heure ou en quelques heures, tu vis des choses si fortes que ça influence toute ta vie. Ça fait Ouais. partie des expériences les plus significatives, les plus positives de ta vie. Tu vois, Hmm. en quelques heures ou en 1 heure. C'est quand même Ouais, ouais, incroyable. ouais. Ouais. Donc voilà. Donc, ça va être le Voilà. sujet de ton prochain livre. Oui, voilà. OK, C'est le prochain livre, je suis super. dessus. Super. Donc j'ai mis les liens pour ceux qui écoutent en ce D'accord. moment. Je vais remettre les liens aussi dans le descriptif après la vidéo. Donc, ils sont dans les commentaires. Je vais les remettre dans le descriptif. Euh, Puis aussi, très rapidement, peut-être en parler, Olivier, tu as écrit un livre aussi pour les enfants, La mort pour Ah les oui, enfants. Ça peut oui être bah, intéressant, peut-être en glisser un petit mot. attends, tu vas me dire si c'est dans le champ de la caméra. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça s'appelle Oser parler de la mort aux enfants. Oui, parce que les enfants, ils sont encore très proches du monde de l'esprit. Par exemple, dans les réincarnations, on sait que c'est des enfants de 3 à 6 ans qui se rappellent. Après, ils ne se rappellent plus, c'est fini. Mais ils sont encore très proches de l'esprit. Et on peut vraiment leur parler de ce que c'est que la mort, de ce qui se passe après, enfin, en fonction de toutes les connaissances dont je viens de parler, hein, mais qui sont de manière très simple, très directe. Ça ne les choque pas. Ça leur fait pas peur, bien au contraire, ça les rassure de savoir qu'il y a bien quelque chose, que c'est pas une vie absurde où on fait plein de choses, puis tout d'un coup on perd tout, puis on perd tous nos liens définitivement avec tout ce qu'on a aimé et à quoi ça Ouais. sert, etc. Eux, ils préfèrent savoir, ils sont pas comme certains adultes, ils préfèrent savoir qu'il y a bien quelque chose. Et en fait, ce livre est en 2 parties. Il y a une partie qui est constituée des questions les plus fréquentes que peuvent poser les enfants. Ce matin, j'ai vu papy dans la chambre alors qu'il est mort. Est-ce que je suis folle? Pourquoi certains disent-ils que quand on meurt, après, il n'y a plus rien, on est enterré, ça s'arrête là, etc., etc. Enfin bref, toutes les questions. Est-ce que la mort, ça fait mal? Enfin bref, des Ouais, ouais, questions. ouais. Donc je réponds de manière très simple, en fonction de ce que je connais moi. Et Ouais. après, dans la deuxième partie, par contre, il y a un annexe avec toutes les preuves scientifiques pour les parents, pour qu'ils puissent se dire, bon, ce qu'on raconte à nos enfants, c'est pas un truc New Age,
un truc un peu d'un illuminé, on est en train de leur raconter des salades. Non, non. Ouais. Dans la science, c'est important de le savoir. Comme ça, on est en paix avec soi-même. À la fois, j'ai quelque chose d'utile et de rassurant et même de préparateur pour l'enfant. Et ça a un sens, du coup, toutes les petites morts qu'il va connaître, la mort de son animal familier, peut-être la mort, c'est rare, mais d'un camarade de classe ou des parents d'un camarade de classe ou de sa grand-mère, de son grand-père, etc. Ou les enfants qui peuvent avoir des maladies mettent en cause le pronostic vital. Et là, ils posent beaucoup de questions, ils ne se gênent pas. Et si on oppose juste, oh bah, tu vas au ciel, ouais, mais c'est quoi le ciel? Alors, quand je vois un avion, c'est des gens qui sont morts. Alors, qu'est-ce que je veux faire au ciel comme ça tout seul? On va perdre notre éternité dans le ciel. Enfin, faut pas leur raconter des trucs comme ça, parce que ça leur fait plus de mal que de bien. On peut vraiment leur dire ce que maintenant on sait qui a vraiment le plus de chances d'être vrai et qui en plus a la qualité de rassurer, de faire du bien. Parce qu'il vaut mieux savoir ça, qu'il y a vraiment quelque chose, que les liens d'amour sont éternels et qui nous relient même au-delà de la mort, etc. Et que tout ce qu'on a fait, ça sert et que ça a un sens. Il vaut mieux qu'ils sachent ça que l'inverse. Ben oui. Bah oui. Donc ça tombe bien, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de la science, de la spiritualité et ça fait du bien. Super. Hey, un gros merci, Olivier, pour cette entrevue. Ça a été vraiment intéressant. Merci. Les gens que ça les a pas déboussolés de. Parce que Oh je suis allé mon Dieu. direct, hein, là, j'ai pas pris de gants, quoi. Non, non, mais puis on aime ça comme ça. Puis tu iras voir les commentaires vraiment en dessous. J'ai vu ça passer. Les gens ont vraiment adoré. Et je vous remercie, ceux qui ont pris vous avez pris de votre temps pour nous écouter. C'est grandement apprécié. Et comme je l'ai mentionné au début, si jamais ça résonne en vous, vous pensez que c'est important et que vous voulez nous supporter en likant ou en partageant, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter ou ailleurs, c'est grandement apprécié parce que je pense que ce que Olivier nous transmet, ces informations-là, ben, c'est quelque chose on parle pas de la pluie du beau temps, on parle de choses qui font une différence dans notre vie. Et si vous voulez contribuer à répandre ces informations-là, ben, on apprécie énormément. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin, Olivier, quelque chose que tu aimerais partager ou que tu aimerais laisser les gens avant qu'on se quitte? Ben, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, que ça sert à quelque chose que je parle au moins. Sinon, ça aurait été embêtant. Et oui, je serais intéressé pour voir vos commentaires. Bien sûr, je lirai vos commentaires. Jean-Charles m'expliquera comment il faut faire, parce que moi, je suis pas très doué en informatique, pour lire les commentaires. C'est facile. Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, je vais te montrer. C'est sur la page Facebook. S'il y en a qui me posent des questions, éventuellement, je pourrais me répondre. Alors, je dis pas à tout le monde, parce que je sais pas à quoi je m'expose en disant ça, mais j'essaierai de répondre au maximum ce que je peux, si vraiment il y a des questions urgentes, précises. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait confiance pour avoir écouté Ben jusqu'au bout. écoute, ça m'a fait grand plaisir et j'ai même vu des personnes qui disaient on veut une deuxième entrevue avec toi. Donc, peut-être quand tu sortiras ton livre justement sur les psychédéliques, on pourrait refaire un live à ce moment-là parce que peut-être les gens, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et j'en profite aussi, tu parlais un livre justement pour les enfants. Ceux qui écoutaient, si jamais il y en a qui ne savent pas, il y a aussi Dr Charbonnier qui a écrit il y a quelques années un livre, La mort racontée aux enfants. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous suggère fortement. Et son dernier livre, Hyper Conscience, qui parle de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller. C'est complémentaire parce que Charbonnier, lui, l'écrit plutôt pour les enfants, c'est les parents qui lisent. Non, moi, c'est les parents qui lisent, c'est pour les enfants, et lui, c'est pour les enfants qui peuvent le lire tout seuls. Mais en fait, c'est mieux s'ils soient accompagnés des parents. Oui, c'est très complémentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture de son livre. Ils sont parus en même temps, même année. Ah oui, ok. Ah oui, maintenant, ce qui est drôle, c'est que j'étais en train d'écrire le mien. Quand je reçois c'est comme quoi, hein, les choses sont liées, quoi. Quand je reçois de Sylvie, Estelle Guervain, qui était l'attachée de presse de Jean-Jacques pour ce livre, une demande de faire la préface de son livre. Et je lui dis, c'est quoi comme livre? Ben, c'est un livre sur la mort. Non, c'est pas possible. Alors, du coup, on s'est croisés, on s'est préfacés mutuellement. Et ah oui, ok. À 1 mois ou 2 mois d'intervalle, quoi. Et on s'était pas, on s'était pas consulté, hein. C'était comme ça, quoi. Ah ben, comme de quoi les synchronicités. Ouais, super. Ben, Olivier, un grand merci à toi pour ton temps. Un grand merci à tout le monde qui avait écouté. Vous êtes en journée ici, au Québec. Oui, c'est moi. Il est 15h40 en ce moment. Donc, je vais aller manger tantôt. Donc, je vous remercie à tous d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Vous auriez pu être ailleurs. Vous avez décidé d'être avec nous autres. On apprécie énormément.
Et je vous tiens au courant pour les prochaines entrevues. Vous pouvez, dans le descriptif de Facebook, vous allez pouvoir voir en bas ceux qui veulent voir mes entrevues précédentes. Il y a mon site web. Si vous voulez être avisé pour les prochaines entrevues, il y a des petites instructions dans le descriptif de Facebook. Donc, vous pouvez faire ça. Et je vais rajouter les liens de Olivier tantôt dans le descriptif. Donc, s'il y en a, j'ai vu quelqu'un dans le commentaire qui a dit « Ah, je ne sais pas, sont où les liens? » Faites-vous-en pas, je rajoute ça aussitôt qu'on termine dans un moment. Donc, je vous dis au revoir à tout le monde et on se dit à la prochaine.